Eiji est un lycéen ordinaire au Japon qui vit avec le poids de la culpabilité d'avoir détruit le monde il y a 10 ans grâce à un vœu qu'il avait fait. Cependant, lorsqu'une grande menace de tout détruire comme il le connaît, il décide de devenir héros et sauver tout le monde. Il y a eu un début quand Eiji était un garçon heureux du Japon, qui vivait sa vie pleinement, regardant des dessins animés et jouant dehors, quand un jour, après être rentré de l'école, une fille aux cheveux roses apparaît soudainement dans sa chambre. Eiji réalise rapidement que cette fille n'est pas une personne ordinaire, puisqu'elle flotte dans l'air comme un ballon de baudruche et prétend pouvoir lui donner n'importe quel pouvoir qu'il désire. Comme n'importe quel garçon bête, Eiji oublie qu'il ne devrait pas parler aux étrangers et commence immédiatement à penser à ce qu'il devrait souhaiter quand il se souvient subitement de son personnage préféré des dessins animés, dont le rêve est de conquérir le monde entier, mais uniquement pour apporter la paix et la prospérité. Inspirationné par cela, Eiji souhaite que le monde soit conquisté par lui, et cela entraîne une chaîne de catastrophes destructrices que personne n'aurait pu imaginer. Le monde entier commence à se détruire alors que le sol se fissure sous leurs pieds, les cieux se déchirent, libérant des horreurs au-delà de toute imagination. Eiji ne comprend pas pourquoi cela se passe et essaie de sauver sa vie, mais sa demi-sœur n'a pas eu autant de chance car elle s'est blessée lors de cet événement, qui fut plus tard connu sous le nom de Grande Déstructuration. Même après 10 ans, Eiji ne peut pas se pardonner la calamité qu'il a causée, tuant des innocents innombrables et invalidant sa pauvre sœur. Eiji est maintenant en lycée, mais il est devenu un complet reclus social, car il vit sa vie en solitaire tandis que leur professeur de classe enseigne à ses élèves l'histoire de l'événement et des personnes dotées de pouvoirs spéciaux appelés ordres. Bien que des milliers d'ordres existent dans ce monde à ce stade, la plupart sont sous contrôle gouvernemental et font du bon travail, mais la plupart du monde soupçonne toujours que l'un des ordres a été responsable de la grande destruction. Eiji commence à se sentir mal à l'aise sur ce sujet et excusant son absence de classe, prétendant qu'il se sent malade. En rentrant chez lui, il remarque une foule de gens organisant des manifestations contre l'existence des ordres, affirmant qu'ils doivent être exécutés. Il les ignore et retourne dans sa chambre où il trouve Daisy, la fille aux cheveux roses qui lui avait donné ses pouvoirs supérieurs en premier lieu. Il devient un peu furieux et demande pourquoi elle est là même après qu'il l'ait prié de rester loin de lui. Daisy lui dit de se calmer en disant qu'elle a assuré que sa sœur Sina ne l'avait pas vue. Eiji s'assoit et demande pourquoi elle continue à créer des ordres malgré savoir à quel point ils peuvent être destructeurs. Daisy affirme simplement qu'il est son travail de concrétiser ses souhaits et qu'elle ne peut pas s'arrêter de faire cela. Elle lui dit de ne pas se morfondre sur ce qui s'est passé il y a 10 ans, car elle pense toujours que la grande destruction n'était pas liée à son vœu. À ce stade, Eiji ne se rappelle même plus de ce qu'il avait souhaité et ne sait pas quels sont réellement ses pouvoirs car il n'a jamais utilisé ceux-ci auparavant. Daisy lui dit de tenter de découvrir ses pouvoirs, mais Eiji est juste un type laid qui ne s'en soucie pas et décide de prendre un somme. Il est réveillé par sa sœur qui lui demande comment sa journée s'est passée et si c'est agréable de vivre comme un être normal avant de lui demander de manière imprévue ce qu'il ferait en tant qu'ordre. Cela provoque chez Eiji une crise de panique car il a tout fait pour cacher ce secret à sa sœur. Heureusement, il réalise que Sina ne lui demande que ce qu'il souhaiterait faire s'il avait le pouvoir d'un ordre. Il soupire de soulagement et dit qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, mais Santa répond qu'elle demanderait seulement de rester avec lui éternellement et que les parents reviendraient à la vie. Eiji sourit à Santa avant de lui dire de bien dormir. Le lendemain matin, alors qu'il dorlote dans sa salle de classe, le professeur timide annonce qu'ils vont avoir un nouveau transféré. Ce qui est classique. Le transféré, évidemment, se révèle être une belle fille aux cheveux roses qui n'est certainement pas une psychopathe. La fille s'introduit en disant s'appeler Rin et Eiji commence immédiatement à fantasmer sur elle dans sa tête, pensant qu'elle est très jolie. Ce soir-là, alors qu'il allait rentrer chez lui, il est surpris par Rin qui l'appelle depuis derrière, affirmant qu'elle s'est déplacée au-dessus de son étage, mais malheureusement s'est verrouillée dehors sans clé. Eiji la regarde comme un imbécile, ne sachant quoi dire, tandis que Rin demande s'il pourrait utiliser son téléphone pour appeler un serrurier pour elle. Eiji réalise que c'est une bonne excuse pour approcher ses fesses et commence immédiatement à ouvrir la porte principale pour l'inviter à entrer. Mais tu ne devrais jamais penser avec ton autre tête dans cette situation car Rin immédiatement lui administre une taser, l'évanouissant. Quand il se réveille enfin, il se trouve dans son salon tandis que Rin sort une katana de sa sacoche, lui disant qu'elle est une assassine venue pour jouer avec lui éternellement. Eiji ne comprend pas pourquoi elle voudrait cela. Mais Rin répond qu'elle sait qu'il est l'ordre qui a causé la grande destruction avec son vœu. Et pendant ce temps, sa mère a été brûlée vivement, tandis que son père est mort par asphyxie en essayant de la sauver. Elle lui dit qu'elle a attendu pendant 10 ans pour le trouver, et maintenant, elle va savourer ce moment. Avec cela, elle plonge sa lame dans les mains d'Eiji, qui se débat sur le sol en souffrant, tandis que le sang teint le sol sous lui. Elle sourit et affirme qu'elle va finir sa vie, mais alors qu'elle lève sa lame, il commence à supplier qu'elle le laisse tranquille car c'était une erreur. Soudain, à leur surprise, une puissance active en lui et la lame disparaît des mains de Rin et s'enfonce profondément dans son ventre.
Eiji est terrifié par cela. La fille tombante au sol et il court immédiatement dehors en criant pour de l'aide. Il finit par se cacher dans un temple près d'un fleuve, essayant de se calmer tout en se demandant si c'était ses pouvoirs qui ont causé la mort de la psycho. Kim va vers la police, mais il revient à lui-même lorsqu'il réalise que toutes les preuves pointeront vers lui comme le meurtrier et qu'il pourrait découvrir qu'il est un ordre. Il réalise qu'il doit se calmer et réfléchir correctement, donc il finit par appeler sa sœur à l'hôpital, ce qui le rend mieux. Il décide de visiter l'hôpital lui-même pour voir ses blessures, seulement pour trouver l'hôpital désert. Avant qu'il puisse comprendre la situation, il entend la voix de sa sœur dans un fauteuil roulant, poussé par une personne qu'il ne pensait jamais revoir. Cela le terrifie car il lutte pour comprendre comment Rin peut être vivante après qu'il l'a transpercée de travers le ventre, mais Rin prétend simplement qu'il est en retard tout en marchant autour comme si elle n'avait aucune blessure. Avant qu'il puisse comprendre ce qui se passe, la porte de l'ascenseur s'ouvre et 2 hommes armés entrent, braquant leurs armes sur lui. Tandis que Rin prend le fauteuil roulant pour l'ascenseur, elle lui dit qu'elle ne peut pas le tuer facilement, donc elle prendra sa sœur en otage comme garantie, et juste pour l'irriter, elle lui enfonce une aiguille dans l'épaule, affirmant qu'elle mourra si Eiji ne la rencontre pas seule dans un bâtiment abandonné. Eiji tombe au sol, dévasté, tandis que la porte de l'ascenseur se referme, tandis que les 2 hommes braquent leurs armes sur lui, attendant les ordres pour tirer, tandis que le plus âgé des gardes dit au autre que Eiji est l'ordre qui a détruit le monde il y a 10 ans. Cela l'irrite et il perd la tête, cognant les deux avec un panneau de signalisation, les évanouissant avant de courir à une grange où il s'évanouit. Il est bientôt réveillé par Daisy qui lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'a pas perdu le contrôle de ses pouvoirs. Il ne comprend pas ce qui se passe et dit à Daisy qu'il était sûr que Rin était morte, mais Daisy lui révèle la bombe que Rin est également ordre. Elle prétend que Rin a été blessée moralement par un incendie il y a 10 ans pendant la catastrophe. Lorsqu'elle a été choisie comme ordre et pour son vœu, elle a demandé le pouvoir de régénération. Selon Daisy, le pouvoir de régénération de Rin est si fort qu'elle est pratiquement immortelle à ce stade, capable de guérir même des blessures potentiellement mortelles. Daisy lui dit qu'il doit utiliser ses pouvoirs spéciaux s'il veut avoir une chance contre Rin, mais Eiji ne veut pas être la raison de la mort d'innocents encore une fois, donc il refuse. En l'entendant, Daisy touche sa main avec une incantation, affirmant qu'elle a verrouillé ses pouvoirs à 0,01% de leur capacité réelle, ce qui devrait empêcher qu'il ne perde le contrôle. Elle lui dit qu'il n'a pas d'autres options s'il veut sauver sa sœur, ce qui signifie qu'il doit se souvenir de ses pouvoirs. Reconnaissant qu'elle a raison, Eiji enlève enfin le bandage et se souvient qu'il avait souhaité le contrôle total du monde. En marchant vers le bâtiment abandonné, il trouve Rin debout avec une Sina inconsciente, tandis que le groupe de soldats braque leurs armes sur lui. Sans une seconde de réflexion, Rin ordonne aux soldats de tirer sur lui, donc comme de vrais Américains, ils commencent plus à lui tirer dessus, avant que Rin ne leur dise de s'arrêter car elle voulait finir le travail elle-même. À sa surprise cependant, sa main se déplace toute seule et utilise la magie de guérison sur Sina. Cela la confond et une fois que la poussière s'est évanouie, elle réalise que Eiji est indemne. Il explique que son talent spécial est de prendre le contrôle d'une zone, après quoi il peut contrôler tout ce qui l'entoure. Un goulou apparaît derrière lui et avec cela, aucun projectile ne peut le toucher car il prend le contrôle de chaque soldat dans la zone avant d'utiliser les tentacules du goulou pour attraper Rin en commençant à la forcer à révéler qui d'autre sait sur eux j'ai vraie identité. Rin refuse de divulguer aucune information et jure de tuer à la fois lui et sa stupide sœur, ce qui l'exaspère et il la poignarde avec son étrange tentacule, affirmant qu'il prendra le contrôle du monde entier et apportera la paix afin que sa petite sœur adorable puisse vivre une vie heureuse et accomplie. Rin rit de cela mais son rire est transformé en cri de douleur lorsque Eiji utilise ses pouvoirs pour commander à Rin de ne plus jamais lui faire de mal ni à sa petite sœur. Avec cela, il relâche son emprise et Rin tombe au sol, mais elle se relève tremblante de rage avant de sauter de la terrasse pour finir Eiji une bonne fois pour toutes. Mais le moment où son épée se rapproche du cou d'Eiji, elle s'arrête d'elle-même tandis que Eiji ne bronche même pas de sa position. Rin essaie de briser ses pouvoirs avec toutes ses forces, mais c'est en vain et elle tombe au sol brisée et en larmes car son seul objectif dans ce monde était de trouver et tuer la personne qui a causé la grande destruction et tuer ses parents, mais maintenant elle ne peut même pas faire cela. Eiji se sent mal pour elle et lui dit qu'elle devrait trouver un nouvel objectif dans sa vie et trouver l'amour pour combler ce vide, mais Rin réplique affirmant que personne ne pourrait l'aimer comme une psychopathe comme elle. Honnêtement parlant, c'est très vrai, mais Eiji ici est un grand simp qui immédiatement lui dit que ce n'est pas vrai, même lui ne serait pas contre l'idée de l'aimer ou de l'épouser. Malheureusement, cependant, cet idiot déclenche ses pouvoirs avec cette déclaration et son goulou immédiatement lui enfonce un autre tentacule, les liant pour la vie. Rin se relève et affirme qu'elle ne permettra à personne de lui faire du mal car elle est la seule qui peut le tuer un jour. Eiji a du mal à comprendre cette nouvelle relation quand soudainement un homme nommé Frank qui ressemble droit sorti d'un film Matrix apparaît sur le balcon. Il félicite Eiji pour ses nouveaux pouvoirs mais lui dit qu'ils sont complètement inutiles contre lui.
Eiji se souvient soudainement de sa sœur, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Frank utilise ses pouvoirs de suspension du temps et disparaît avant de réapparaître derrière lui et de lui pousser la tête dans la terre. Il lui dit qu'ils retournent au siège de l'Underground Gouvernement récemment formé, où ils décideront de ce qu'ils doivent faire avec lui. La prochaine fois qu'Eiji ouvre les yeux, il se trouve dans une installation où il est attaché dans un gilet de sécurité et lié complètement. Il se demande où sa sœur est et si elle est même en sécurité quand Rin entre dans sa chambre et commence à défaire ses liens. Eiji est confus et demande ce qu'elle fait, mais elle lui dit de se taire car elle l'aide manifestement à s'échapper. Elle sort toutes les ceintures avant d'ouvrir la porte de liberté, où Eiji trouve un groupe de gardes morts dans des flaques de leur propre sang. Il marche sur les corps quand Rin se penche et ramasse une lame cassée avant d'utiliser ses pouvoirs pour la rendre entière à nouveau. Eiji ne pense pas beaucoup à cela, mais Rin saute immédiatement vers son cou pour finir sa vie, mais encore une fois s'arrête à cause des pouvoirs d'Eiji. Elle affirme qu'elle ne le sauve que parce qu'elle ne peut pas laisser quelqu'un d'autre le tuer, et ensuite lui dit de la suivre s'il veut s'échapper. Ils entrent dans un conduit d'air et commencent à glisser quand Rin décide de tester des moyens indirects pour tuer Eiji. Elle pense que peut-être un coup de feu ricochant pourrait être une mort accidentelle et ne protégerait pas Eiji. Donc elle tourne les talons et tire derrière lui. Malheureusement pour elle, Eiji semble être protégé par cela aussi, car la balle ricoche plusieurs fois avant de frapper Rin en plein front, la tuant. Cela ne signifie rien pour elle cependant, car elle utilise simplement sa magie de guérison pour réparer la blessure et commence à avancer. Ils finissent par sortir du conduit d'air et se dirigent vers un chemin très dangereux où ils doivent tous marcher sur un tuyau pour passer. Rin a choisi intentionnellement ce chemin, espérant que Eiji tombera dans sa mort, mais Rin se révèle être une idiote maladroite qui glisse et tombe de nouveau, tandis que Eiji réussit à traverser. Rin se soigne à nouveau et le rejoint une fois de plus, avant de le conduire dans un couloir rempli de pièges pour les intrus. Cela échoue néanmoins car elle est la seule qui continue à être frappée par chaque piège, mourant encore et encore avant de se soigner, tandis que Eiji simplement regarde de loin. Après avoir passé cette section, ils finissent par sortir de l'installation où Eiji demande à Rin si elle aura jamais l'intention de renoncer à ses intentions de le tuer, car la seule raison pour laquelle il a pris le contrôle d'elle est parce qu'il ne peut pas gérer un assassin immortel. Rin se met à genoux et utilise ses pouvoirs pour régénérer toutes les fleurs mortes avant de lui dire qu'elle sera avec lui éternellement, car elle est mariée à lui, mais elle ne laissera jamais lui prendre le contrôle de son cœur. Avec cela, elle écrase ses espoirs pour une génération future. Mais je pense que ce démon l'aime. Après cela, ils entrent à l'autre bout de l'installation où ils arrivent en un carrefour. Une direction mène à la liberté, tandis que l'autre mène à Sina. La décision est très simple pour Eiji, qui décide de dire Sina. Mais Rin essaie de l'arrêter de force, affirmant qu'il mourra certainement s'il va par là. Selon elle, les pouvoirs de Franc sont de la suspension du temps. Il peut arrêter 3 choses à la fois, donc il arrêtera facilement Eiji de prendre le contrôle de lui. Mais elle décide de l'aider avec cela car elle n'a pas d'autre choix. Alors qu'un groupe de soldats apparaît et est sur le point de tirer, Eiji utilise ses pouvoirs pour les faire tomber en brisant le pont sur lequel ils étaient debout. Rin récupère leurs armes, tandis que Eiji avance où 2 autres soldats commencent à tirer sur lui. Ça ne lui importe pas vraiment car il utilise simplement ses pouvoirs pour arrêter les balles avant de les contourner. Il finit par entrer dans une grande pièce où il découvre Sina, dans une sorte de chambre de sommeil étrange. Il essaie immédiatement de se rapprocher d'elle, mais Franc apparaît pour l'en empêcher. Avant qu'ils puissent s'affronter, Rin apparaît et lance 3 grenades à Franc, sachant qu'il sera obligé d'utiliser toutes les 3 instances de ses pouvoirs de suspension du temps pour sauver sa peau, mais Franc est un type rusé qui saute dans les airs et attrape toutes les grenades avant de les renvoyer à Eiji. Ils commencent boum tous les deux à charger l'un vers l'autre et Rin réalise que Franc joue à un jeu de poulet, espérant que Eiji utilisera ses pouvoirs pour arrêter la grenade pour les tuer, donnant à Fran une ouverture pour attaquer, mais Eiji ne prend pas le piège et décide de foncer. Fran est surpris par cela mais réalise que c'est trop tard maintenant pour qu'ils puissent faire quoi que ce soit et ils mourront tous les deux. Mais heureusement, un 3e personnage saute entre eux et utilise ses pouvoirs de paix pour imposer un cessez-le-feu. Ils s'arrêtent tous les deux dans leur course tandis que les grenades tombent au sol sans exploser. L'homme affirme qu'il est l'ordre avec le pouvoir d'imposer la paix sur n'importe qui, ce qui forcerait ceux-ci à prendre toute action agressive. Avant que Eiji puisse comprendre ce qui se passe, un groupe de personnes supplémentaires entre dans la pièce, l'encerclant de tous côtés. Rin hurle à Eiji de se calmer car ces personnes sont les 10 premiers ordres dans le monde actuellement. Eiji est trop choqué pour bouger, tandis qu'un des grands samouraïs marche vers lui et félicite Eiji pour avoir prouvé sa valeur. Il s'avère que c'était juste un test pour voir s'il méritait cela. Eiji est toujours confus, donc un des hommes aux cheveux blancs nommé Yoshi explique que lorsque Eiji a causé la destruction du monde ancien, un nouveau monde est né avec tous les nouveaux ordres. Pour contrôler toute destruction ultérieure, l'ONU a créé un petit gouvernement souterrain composé des ordres les plus forts pour maintenir les choses en ordre. Maintenant, avec les pouvoirs d'Eiji, il décide de prendre le contrôle du monde entier afin de créer un lieu de paix et de prospérité où les ordres sont adorés et respectés et non moqués par les humains ordinaires.
Eiji est surpris par cela et simplement regarde Sina quand Yoshi lui dit de ne pas s'inquiéter car Fran a arrêté sa maladie hémorragique avec l'aide de ses pouvoirs de suspension du temps, lui donnant le temps nécessaire pour trouver une cura. Il affirme que cela sera tout ce qu'Eiji a rêvé, mais Eiji n'est pas si sûr. Yoshi affirme qu'ils ont déclaré leur indépendance avec Eiji comme roi et ont déjà déclaré la guerre au Japon. Cela prend Eiji par surprise et il demande ce qui se passera s'il refuse de les rejoindre, mais Yoshi simplement sourit, affirmant qu'il peut sûrement le faire. Mais ils ont déjà déclaré la guerre sous son nom et ont également révélé au monde qu'il est celui qui a causé la destruction du monde ancien. Eiji réalise qu'il est juste un pantin dans le complot pour la domination mondiale et ils ont essentiellement tenu Sina otage pour s'assurer que Eiji ne décide pas de trahir leur cause. Il est rapidement appelé à la chambre du conseil de guerre où tous les ordres sont déjà assis avec Yoshi à sa tête. Eiji s'assoit de l'autre côté quand une femme à 4 yeux nommée Mary commence à expliquer leur plan d'attaque. Eiji réalise qu'ils le mettent au front pour aucune raison et demande si le roi devrait prendre de tels risques, mais tous simplement sourient à lui tandis que Mary lui dit que le roi devrait toujours être un exemple. Eiji essaie de développer une stratégie alternative, mais le conseil la rejette carrément, ce qui l'exaspère, et il hurle à Yoshi uniquement pour la fourbe à 4 yeux d'utiliser ses pouvoirs spéciaux de lampe torche ou quelque chose pour l'éblouir car elle lui dit de parler avec respect. Elle lui dit de se taire et de changer pour la réunion car il est juste un pantin et devrait parler moins. Furieux, Eiji marche de retour dans sa chambre et change en quelque chose de plus présentable, mais en rentrant dans la salle du conseil, la courte fille aux cheveux bleus passe devant lui et lui tend un pistolet, affirmant que ses pouvoirs de divination prédit qu'il en aura besoin bientôt. Eiji est mal à l'aise mais va à la salle du conseil. Mary lui dit de s'asseoir, ils vont parler au premier ministre de la région voisine. En appel, Mary explique au Premier ministre que tous les membres du gouvernement clandestin sont sous le contrôle des pouvoirs d'Eiji et qu'ils sont plus ou moins contraints de mener un coup d'État. Eiji est agacé d'être blâmé pour tout, mais il se tait pour sa sœur Sina. Avant que Mary ne puisse en dire plus, le Premier ministre, un homme de petite taille, lui ordonne de se taire car il ne croit pas qu'ils soient tous sous le contrôle d'Eiji. Il diffuse alors une image d'une pièce remplie des familles des 10 ordres du gouvernement clandestin. Il affirme que puisqu'ils sont tous sous le contrôle d'Eiji, ils ne devraient rien pouvoir faire. Sur ce, il ordonne l'exécution des otages pour leur association avec les traîtres. Mary est choquée, les soldats commencent à décapiter les otages un par un, sans pitié, sous les yeux impuissants des membres de l'ordre. Eiji est horrifié par cette barbarie, tandis que Mary craint pour la vie de son petit frère. Avant que le Premier ministre n'ordonne son exécution, Eiji rit, affirmant que tuer des otages ne signifie rien. Il sort son arme et tire sur Mary en pleine poitrine. Le Premier ministre est choqué, mais Eiji ne s'arrête pas là et abat chaque membre des 10 ordres qui s'effondrent, apparemment morts. Le Premier ministre, sidéré, ne s'attendait pas à ça. En réalité, Eiji avait utilisé ses pouvoirs pour empêcher les balles d'atteindre les ordres. Il allait clore la réunion quand la porte derrière lui s'ouvre et Rin surgit, épée en main. C'était inattendu, l'idiote saute sur Eiji pour l'abattre. Eiji, sans réfléchir, lui tire une balle dans la tête, puis la double tape devant le monde entier. Il se tourne ensuite vers le Premier ministre choqué et lui dit de lui céder calmement la ville, sinon il détruira tout. Dès la fin de la réunion, tous les membres des ordres se relèvent lentement. Rin se soigne aussi, se demandant ce qu'elle a fait pour mériter ça. Quoi qu'il en soit, les membres de l'ordre semblent satisfaits, car le Premier ministre croit probablement qu'Eiji est le seul coupable. Le lendemain matin, il se prépare pour le premier assaut. Eiji est envoyé infiltrer la ville avec Rin et des soldats. Dans les tunnels, Eiji dit à Rin qu'il va montrer aux 10 ordres son vrai pouvoir et les forcer à trouver un remède pour la maladie de Sina. Rin trouve le plan stupide, mais Eiji affirme que leurs destins sont liés et qu'elle devra l'aider quoi qu'il arrive. Ils avancent, mais les soldats ne semblent pas ravis d'être commandés par un simple garçon. Soudain, le plafond au-dessus d'eux commence à se fissurer, suffisant pour que les soldats détalent, abandonnant leur chef en plein danger. Eiji tente d'empêcher l'effondrement, Rin suggère de reculer, mais Eiji décide d'avancer, ne pouvant pas paraître lâche. Avant qu'il ne puisse agir, la fille aux cheveux bleus, Aiyo, court devant et utilise ses pouvoirs de divination pour prédire où les rochers vont tomber. Elle leur dit de la suivre et se met à courir vers la sortie, esquivant les rochers grâce à ses pouvoirs. Heureusement, ils sortent du tunnel. Io se tourne vers Eiji et lui dit que leur objectif est d'éviter le combat et de sécuriser une cible appelée le dieu de la roche. Eiji est confus mais en colère, réalisant que les 10 ordres l'utilisent comme un simple coursier. Il décide de leur montrer qui est le chef
En même temps, il est distrait par le ruban d'Io et tente de l'attraper comme un pervers. Les sens d'Io s'activent, elle saute sur un bâtiment, criant qu'il devrait demander la permission d'abord. Selon son père, si quelqu'un touche son ruban, elle tombera enceinte. Eiji n'y croit évidemment pas, il sait comment les bébés sont faits, mais lui dit de ne pas s'inquiéter, il ne le refera plus. Il descend du toit, mais se blesse la jambe. Avant qu'il ne puisse l'aider, Rin apparaît derrière lui, affirmant avoir trouvé le dieu de la roche. Soudain, un énorme monstre de roche émerge et détruit tout. Eiji tente d'utiliser son pouvoir de contrôle pour le dominer, mais comme ce n'est qu'un avatar, comme son ghoul, et non l'utilisateur, cela ne fonctionne pas. Il décide vite de fuir avec Io, mais Rin ne cesse de montrer au monstre de roche où il se cache, espérant qu'il tuerait Eiji. Eiji et Io s'abritent sous un pont quand Eiji remarque qu'Io est blessée. Il essaie de l'aider à se relever, mais elle glisse. En tentant de la rattraper, il attrape son ruban de cheveux. Il s'excuse aussitôt, mais à sa surprise totale, le ventre d'Io grossit soudainement et elle se met à pleurer. Eiji est horrifié, mais n'a pas le temps de réfléchir et s'enfuit avec elle. Pendant ce temps, Kyo, la propriétaire de l'avatar du monstre de roche, apparaît et parle à Rin. Eiji se cache avec Io quand elle le saisit soudainement, affirmant qu'elle est sur le point d'accoucher. Eiji s'inquiète de la marche à suivre, mais Io lui dit d'écouter attentivement. Elle révèle que selon sa divination, les Nations Unies le traquent et vont lancer un missile nucléaire sur cette ville, détruisant tout dans la zone. Eiji est pris au dépourvu, ne sachant que faire. Il tente de contacter le quartier général, mais son talkie-walkie ne capte aucun signal. Sa priorité est la sécurité d'Io. Il la prend et court vers la ville, trouve des gens et leur demande la direction de l'hôpital le plus proche. Il trouve vite l'hôpital. L'infirmière dit qu'il est arrivé juste à temps. Io est en sécurité, il l'installe, félicitant Eiji pour son bébé. Eiji, muet, cherche un plan pour sauver la ville du désastre imminent. Io se lève et lui dit qu'elle a causé ce problème, qu'il devrait l'abandonner et sauver sa vie. Cela l'énerve, il lui dit de se taire, qu'il ne fuira pas ses responsabilités. Soudain, il aperçoit une antenne relais et un brouilleur réseau dessus. Pendant ce temps, Rin est poursuivi par Kyo qui tente de la convaincre de rejoindre son équipe pour tuer Eiji ensemble. Ainsi, il pourrait même empêcher le lancement du missile. Rin est une vraie tête brûlée et ne sait pas si elle doit accepter l'accord. Heureusement, avant qu'elle ne puisse décider, Eiji réussit à détruire le brouilleur et contacte Rin, lui ordonnant de tuer le dieu de la roche. Ses ordres prennent effet immédiatement. Rin saisit son épée et la brandit de toutes ses forces sur Kyo. Elle bloque le coup avec son marteau géant, mais Rin ne recule pas si facilement. Elle répare son épée et parvient à la frapper de nouveau. De retour sur l'antenne, Eiji contacte le quartier général. Mary lui dit de partir vite avant que l'ONU ne lance un missile. Mais il est trop tard, il réalise que le missile a déjà été lancé. Il regarde Rin et découvre qu'Elafal a été pétrifié par Kyo, le roi de la roche, et gît immobile. Réalisant cela, Yoshi ordonne à Mary de dire aux troupes de battre en retraite et de laisser Eiji et son groupe mourir. Mary est choquée mais obéit. Eiji réalise qu'il est seul. Il court à l'hôpital quand Kyo et le monstre de roche apparaissent et démolissent les murs de l'hôpital. Eiji les sauve en utilisant sa magie de commandement pour créer un mur de pression d'air, les arrachant à une mort certaine. Il réalise qu'il doit évacuer la population au plus vite. Mais Kyo joue sale et hurle aux habitants qu'Eiji est l'ordre d'il y a 10 ans, celui qui a causé la destruction du monde. Cela remplit les habitants de haine. Ils lui crient dessus, lui jettent des pierres, réclamant sa mort. Kyo gagne encore plus de pouvoir, tandis qu'Eiji leur crie de se calmer, qu'ils pourront le maudire autant qu'ils veulent après qu'il les ait sauvés. Mais à la surprise générale, l'infirmière derrière lui le poignarde dans le dos avec un scalpel, le tordant avec haine, se souvenant de la mort de son enfant durant la destruction. Kyo croit avoir fait son travail et qu'il ne lui reste qu'à mourir avec les autres. Mais à sa surprise, Eiji se relève et utilise son pouvoir de domination pour prendre le contrôle de tous dans la zone, y compris Kyo, et leur ordonne de survivre à cette explosion nucléaire. Kyo est surprise par la ténacité d'Eiji. Avec Kyo sous contrôle, Eiji prend possession de son monstre de roche, saute dessus et regarde le missile. Kyo pense qu'il est fou, même son tour de pression d'air ne l'aiderait pas. Mais Eiji refuse d'abandonner, arrache le scalpel de son dos et utilise un sort d'inversion de gravité sur le missile. Cette astuce ralentit un peu le missile, mais ce n'est pas suffisant. Eiji utilise le monstre de roche comme un bras géant pour l'attraper, ça tient quelques instants, puis ça cède. Eiji allait admettre sa défaite quand Ben le samouraï et une blonde apparaissent de nulle part.
Ben utilise son avatar pour pulvériser instantanément le missile. Eiji est choqué, ne comprenant pas comment c'est possible. Ben affirme avoir demandé une force inégalée, pouvant désormais tout effacer au niveau atomique. Kyo, furieuse, tente d'utiliser le dieu de la roche pour écraser Eiji qui essaie de l'arrêter. Elle se met à pleurer, affirmant qu'Eiji ne peut se repentir de ce qu'il a fait il y a des années. Mais juste au moment où il allait être écrasé, Ben et la blonde apparaissent et l'aident à arrêter le point, disant qu'ils sont reconnaissants qu'Eiji et sauver toutes les familles des 10 ordres. Ils se préparent, informés d'un nouveau missile. Eiji s'apprête à le gérer, mais le dieu de la roche se désintègre. Eiji décide d'admettre sa défaite et utilise l'antigravité pour tenter d'arrêter le missile, tout en utilisant ses compétences pour empêcher les rochers de tomber sur les habitants. À ce moment, Kyo commence à douter. Elle réalise que même si tout le monde le déteste, cet homme essaie de les sauver en risquant sa vie. Cela la motive à l'aider, elle met toute sa puissance dans le dieu de la roche, mais même cela ne suffit pas. Il appelle à l'aide. Heureusement, un ordre Emo apparaît et dépose Rin près d'Eiji. Elle utilise sa magie de guérison pour régénérer le dieu de la roche, ce qui ralentit suffisamment le missile pour que Ben le détruise, sauvant ainsi toute la ville. Quelques jours passent, tout le monde se détend quand soudain, Lauren la blonde se précipite vers Eiji, lui disant que Sina a été réveillée par Yoshi et qu'elle l'attend. Eiji est furieux. Il sait qu'une fois réveillée, Sina n'aura que 6 mois à vivre. Il avait un accord avec Yoshi pour la maintenir figée dans le temps afin de trouver un remède. Il entre en colère dans la pièce pour trouver Sina assise dans un fauteuil roulant, le regard vide. Eiji, furieux, se précipite sur Yoshi, le saisit à la gorge, exigeant de savoir pourquoi il a rompu sa promesse. Yoshi lui dit de se calmer car Sina ne semble se souvenir de rien de l'attaque de Rin. Cela calme un peu Eiji car elle ne sait pas encore qu'il est un ordre responsable de tant de morts il y a 10 ans. Il commence à parler à Sina quand il réalise que Yoshi lui a parlé de sa maladie et du fait qu'elle n'a que 6 mois à vivre. Elle craque et gifle son frère pour avoir géré cette connaissance et souffert seul si longtemps. Mais Eiji la serre dans ses bras et promet de ne plus jamais lui mentir. Sur ce, il la prend et la ramène au lit, avant une scène de bain innocente précédée d'une note sur leur non-parenté. Plus tard, alors qu'Eiji se détendait dans la salle commune, un soldat lui dit que Sina a été déplacée de sa chambre par Yoshi. Eiji, enragé, se précipite pour la trouver. Heureusement, trouver Yoshi n'est pas difficile. Il lui ordonne aussitôt de reculer et de laisser partir Sina. Yoshi, cependant, n'est pas du même avis et lui dit que Sina sera sa convive, tant qu'Eiji n'aura pas accompli toutes ses missions. Eiji réalise que Sina est une otage et utilise son pouvoir de domination pour prendre le contrôle de son fauteuil roulant, le déplaçant vers lui. À sa grande surprise, Yoshi utilise ses étranges pouvoirs. Soudain, le fauteuil roulant lui revient tandis que son sbire pousse Eiji au sol. Yoshi lui dit d'être prudent car il tient la vie de Sina entre ses mains et lui ordonne de prendre le contrôle du Japon. Il s'avère qu'après la grande destruction, toute la ville d'Hiroshima est devenue un État dirigé par les Yakuza. En l'absence de gouvernement réel, ils ont pris le contrôle de la zone. Cela facilite grandement le travail d'Eiji. Il convertit simplement toute la zone en son domaine et affronte les Yakuza, utilisant son sort de domination pour les contrôler et en faire plus ou moins ses marionnettes. Ainsi, toute la zone est sous son contrôle, donc sous celui de Yoshi. Une fois le travail terminé, Eiji et Rin décident de se détendre et de flâner en ville. Ils ont de petits rendez-vous mignons, partagent de leur nourriture et passent un bon moment à se relaxer, sans penser à ce qui va arriver au monde. Le bonheur est de courte durée. Quand Rin va chercher d'autres snacks, un homme étrange la saisit par derrière et utilise ses propres sorts pour annuler le pouvoir d'Eiji sur elle, la ramenant à la normale, ce qui rallume en elle le feu de la vengeance. Pendant ce temps, certains Yakuza redevenus normaux se mettent à poursuivre Eiji, lui tirant dessus à travers le parc alors qu'il s'enfuit, confus. Soudain, il se retrouve face à son guide au bandeau qui affirme avoir longtemps attendu de rencontrer l'ordre qui a détruit le monde. Eiji n'a aucune idée de qui est cet idiot. Soudain, il voit Rin sortir des ombres, mais réalise que quelque chose ne va pas en voyant la colère dans ses yeux. Le borgne rit, affirmant que Rin n'est plus sous son contrôle et est libre de le tuer, ce qui est une mauvaise nouvelle pour lui. Il tente de nouveau d'utiliser ses pouvoirs sur elle, mais cette fois, elle porte des écouteurs spéciaux qui l'empêchent d'entendre les ordres d'Eiji, le rendant impuissant. Elle le lacère avec son épée encore et encore. Il essaie d'esquiver, mais sa chance tourne. Rin parvient à frapper son bras, le coupant net. Eiji tombe au sol de douleur.
Rin pointe son épée sur son visage, mais avant qu'elle ne puisse le tuer, Ben et la fille au ruban arrivent, la repoussant tandis qu'Io met Eiji en sécurité. Ben leur dit de s'éloigner pendant qu'il s'occupe de cette gamine, mais Eiji lui dit de ne pas lui faire de mal car c'est toujours Rin, et il la veut de retour. Le borgne rit, affirmant qu'Eiji est stupide de se battre pour un monde qui le méprise. Io dit à Eiji qu'ils doivent fuir car ils ne peuvent pas affronter le borgne, il est trop fort. Eiji se tourne vers elle et lui demande comment elle connaît ce type. Io admet finalement que tout le groupe des 10 ordres a été créé pour vaincre cet homme. Eiji refuse de reculer sans sauver Rin. Elle, de son côté, devient plus forte et abat Ben se dirigeant vers Eiji. Mais avant qu'elle ne puisse le trancher, Io s'interpose, prend le coup, puis tombe au sol, contusionné et ensanglanté. Rin ne perd pas une seconde et tente de transpercer Eiji avec son épée, mais il crée une barrière d'air entre eux, bloquant son attaque. Il essaie de la toucher, mais elle ne l'entend pas. Il remarque alors le dégoût et la haine pure dans ses yeux pour lui. Cela le démoralise vraiment, mais il boit une grande gorgée de copium et pense que c'est seulement parce que ce crétin au bandeau la contrôle. Pour la libérer, il attrape une pierre et la lance sur le borgne, lui faisant un trou dans le torse, mais avant qu'il ne puisse célébrer, le borgne se met à rire, affirmant que Eiji est stupide de croire que le véritable ordre se révélera. Il s'avère que le borgne n'est qu'un pion, tandis que le vrai ordre se cache et le contrôle. Sur ce, le borgne crée une énorme énergie statique noire qui saisit Eiji et commence à l'aspirer. Soudain, Yoshi tombe du ciel et utilise sa compétence spéciale pour transformer n'importe lequel de ses mensonges en vérité. Il affirme qu'Eiji est hors de l'énergie statique et complètement guéri. À la surprise d'Eiji, il apparaît soudain dehors, son bras recollé là où il avait été coupé. Yoshi crie ensuite qu'Io et Ben sont indemnes. Et juste comme ça, ils se relèvent tous les deux, parfaitement bien. Le borgne semble effrayé par Yoshi et tente de reculer, mais Yoshi le frappe au visage, l'assommant. Sur ce, les autres, y compris Rin, s'enfuient. Quand Eiji essaie de l'appeler, elle l'insulte et s'échappe. Eiji se tourne vers Yoshi et exige une explication sur l'identité de leur adversaire. C'est alors que Daisy apparaît devant lui, affirmant qu'il combattait l'ordre nommé Gen, qui n'est autre que le père d'Eiji. Eiji refuse de croire que son père, qu'il pensait mort durant la grande destruction à cause de lui, est toujours en vie. Il crie à Daisy de lui dire la vérité, mais la fée lui dit simplement d'ouvrir les yeux et de décider s'il veut croire la vérité ou vivre un mensonge. Yoshi semble incertain de la situation et décide d'envoyer Eiji et Io en mission pour découvrir ce qu'ils peuvent sur le père d'Eiji à la campagne. Eiji est évidemment intrigué par la possibilité de retrouver son père qu'il croyait mort depuis longtemps, alors il accepte immédiatement. Le lendemain, lui et Io partent en voyage et s'arrêtent pour un copieux déjeuner de bols de ramen sans fin. Eiji mange à sa faim avant de fouiller sa poche et de réaliser qu'il est fauché, comme vous tous. Io a déjà vu des hommes comme ça, elle lui dit de ne pas s'inquiéter, leur groupe couvrira tout. Mais Eiji trouve des excuses, disant que son portefeuille est toujours avec Rin. Il semble toujours abattu par la situation avec Rin, tandis qu'Io est juste heureuse d'avoir Eiji pour elle seule. Ils obtiennent bientôt un lift à l'arrière d'un mini-camion, ce qui les rapproche de leur destination. Io tente une approche avec Eiji, mais réalise qu'elle n'a aucune chance car il pense toujours à comment récupérer Rin. Elle commence à douter d'elle-même à ce moment-là, mais garde le silence. Le soir venu, ils atteignent une immense grotte, une zone qu'ils doivent investiguer. Ils sortent du véhicule et s'y engouffrent pour voir ce qu'il en est. Alors qu'ils traversent une série de grottes, Eiji réalise soudain que quelque chose ne va pas, le plafond de la caverne commence à s'effondrer. Io est sous le choc, elle se fige, mais heureusement Eiji parvient à la saisir et se met à courir à l'intérieur car il ne veut absolument pas finir dans une vidéo YouTube sur les décès en grotte, vous savez. Il se met à courir à toute vitesse, le plus vite possible, tout en disant à Io d'utiliser ses pouvoirs de divination pour demander un signe. Une fois son choc passé, Io retrouve ses esprits et utilise ses pouvoirs pour obtenir un message, comme un biscuit de la fortune qui lui dit en gros de continuer tout droit, sans hésiter. Mais avant qu'elle ne puisse en parler à Eiji, elle commence à douter d'elle-même et de ses pouvoirs, se perdant dans ses pensées, tandis qu'Eiji lui crie de lui dire quoi faire. Finalement, Io se ressaisit et dit à Eiji d'aller à droite au lieu de continuer tout droit, c'est ça. Eiji se précipite immédiatement vers l'entrée sur le côté droit et pendant un instant ils ont l'impression d'avoir pris la bonne décision et d'être enfin en sécurité. Mais ce sentiment est de courte durée car le sol sous leurs pieds s'effondre et tous deux tombent dans la rivière sombre en contrebasse, c'est terrible. Io est sous le choc et perd connaissance, se noyant rapidement dans les eaux troubles. Mais heureusement, Eiji parvient à la sauver et la ramène sur la rive. Elle se réveille enfin et tous deux commencent à faire sécher leurs vêtements près du feu tout en discutant un peu. Eiji ne cesse de répéter à quel point ce serait tellement mieux si Rin était là et il s'excuse auprès d'Io de l'avoir entraîné dans ce pétrin. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour elle, elle le regarde avec colère et lui dit qu'il est un abruti qui ne voit même pas ce que quelqu'un devant lui désire vraiment.
Elle lui dit que depuis qu'elle est toute jeune, elle rêvait de son futur mari, et quand elle a eu ses pouvoirs, la première chose qu'elle a faite fut d'essayer de découvrir qui il serait. Maintenant qu'elle a compris que ce doit être Eiji, c'est vraiment difficile pour elle de le voir ne parler que d'une femme qui a toujours voulu le tuer, et qui s'est enfuie dès qu'elle en a eu l'occasion, c'est ça le problème. Eiji ne sait pas quoi dire quand soudain le sol se met à trembler, et une magnifique femme demi-déesse nommée Kami apparaît entourée de nombreux avatars. Elle commence à se moquer d'Eiji et Yo, leur disant d'aller prendre une chambre quand Eiji se souvient soudain que Yoshi lui avait dit qu'une demi-déesse comme Kami pourrait avoir les pouvoirs de guérir sa sœur Sina. C'est une chance. Il lui demande immédiatement si elle aiderait sa sœur, mais Kami refuse catégoriquement, affirmant que c'est un travail ennuyeux. À sa décharge, cependant, elle leur offre une option. S'ils peuvent la vaincre dans un jeu de balle, elle pourrait bien changer d'avis, qui sait. Les règles sont simples, Eiji et Yo doivent attraper la balle lancée par Kami et ses avatars, et la seule règle est qu'Eiji ne peut pas utiliser ses pouvoirs pour contrôler la balle elle-même. Eiji accepte le jeu car il n'a pas vraiment d'autres options et il commence à jouer bien sûr. Il décide d'utiliser ses pouvoirs sur lui-même, ce qui lui donne la capacité de sauter très haut, mais il est toujours trop lent, et peu importe ses efforts, il ne peut pas égaler la vitesse ni prédire où Kami lancera la balle la prochaine fois, c'est un vrai défi. Il demande l'aide d'Io et bientôt elle commence à lui dire où la balle va être lancée, mais leur travail d'équipe est encore trop lent pour réellement attraper la balle. Il continue d'essayer pendant un bon moment avant de s'effondrer au sol, complètement épuisé. Io lui offre immédiatement ses genoux et commence à essuyer sa sueur, lui disant que quoi qu'il arrive, elle ne le fuira jamais et restera toujours à ses côtés, s'assurant qu'ils trouvent un remède pour Sina, c'est une promesse. Eiji est vraiment heureux de cela. Et il décide bien bientôt d'essayer une autre stratégie où ils se tiennent la main et ensemble commencent à chasser la balle. De cette façon, Eiji n'a pas à attendre les prédictions d'Io car il peut les sentir dans sa main et sa vitesse s'améliore considérablement, c'est une bonne idée. Ils commencent à se rapprocher de plus en plus de la balle mais ils ne parviennent toujours pas à l'attraper. Ils retombent tous deux au sol, respirant difficilement alors qu'Eiji réalise qu'Io et lui étaient à leur limite physique, mais il ne peut pas reculer maintenant, alors il tente une autre stratégie et commence à utiliser son avatar pour essayer d'attraper la balle, c'est sa dernière chance. Kami affirme que c'est une stratégie intéressante mais ne pense pas que cela fonctionnera quand soudain Eiji passe à l'action et parvient à attraper la balle avant de retomber au sol. Kami réalise qu'Eiji a utilisé son Ayodara comme leurre pour la distraire, mais c'était toujours un jeu équitable, alors elle accepte de les accompagner pour tenter d'aider Sina, c'est une bonne nouvelle. Mais avant même qu'ils ne puissent reprendre leur souffle, un surfeur australien entre avec une rivière au courant rapide et utilise ses pouvoirs pour les noyer tous ensemble. En gros, heureusement, Eiji a été rapide et parvient à créer une barrière d'air autour d'eux, juste à temps. Mais ce n'est pas suffisant. Le type australien enfile son équipement de plongée et entre dans l'eau avec un fusil à harpon, tandis que Kami dit à Eiji qu'il doit vite trouver quelque chose avant qu'il ne manque donc d'air, c'est urgent. Kami leur donne l'idée de fusionner leurs avatars pour en créer un meilleur, alors ils essaient, et alors qu'ils se tiennent la main, ils sentent les pouvoirs circuler en eux et soudain, un nouvel avatar émerge, avec les pouvoirs d'Eiji et d'Io, c'est incroyable. L'avatar parvient à prédire où le harpon allait frapper et utilise les capacités d'Eiji pour le ralentir, s'assurant qu'il ne soit pas blessé. Finalement, pour en finir avec l'Australien, l'avatar prend le contrôle des poissons nageant près d'eux et les projette sur le type, l'assommant complètement, c'est fait. Il l'attache, tandis que Kami affirme que cet Australien fait partie d'un groupe appelé le PS6. Elle lui demande pourquoi ils la poursuivent, mais l'Australien ne répond pas, il crie plutôt le nom de Daisy, qui apparaît immédiatement de nulle part, comme par magie. Soudain, ils sont mis en appel vidéo avec l'homme au bandeau, Rin et d'autres membres qui les provoquent avant qu'un d'eux n'utilise ses pouvoirs de lame dimensionnelle pour les attaquer à travers l'écran. Eiji pensait que c'était juste pour le spectacle, une mise en scène, mais à sa surprise et à son horreur, les lames apparaissent devant lui, fonçant droit sur eux pour les tuer. L'attaque frappe Kami, la tuant, et la nouvelle parvient rapidement à Yoshi. Il arrive immédiatement au quartier général où Eiji est déjà présent, bien sûr. Yoshi dit à Eiji qu'il a fait du bon travail en combattant un ennemi et en battant Kami à son jeu, mais Eiji ne s'en soucie pas du tout. Il dit à Yoshi d'utiliser son pouvoir pour ramener Kami à la vie, mais celui-ci répond que trop de temps s'est écoulé depuis sa mort et qu'il ne peut plus rien faire maintenant, malheureusement. Il ordonne ensuite à Eiji de retourner à leur quartier général car son travail est terminé. Eiji se plaint qu'il ne peut pas prendre le contrôle du Japon s'il est coincé au quartier général, mais il décide ensuite d'abandonner, croyant que Yoshi le considère désormais comme inutile. C'est triste. Juste à ce moment-là, l'Orochimaru de Supermarché tape dans le dos d'Eiji et dit que si leur ennemi, Gen, utilise son pouvoir pour créer une autre grande destruction maintenant, ils ne pourront pas sauver Sina ni personne d'autre, c'est une certitude. Eiji est choqué d'apprendre que son père est lié à la grande destruction et il s'en prend à Yoshi, lui demandant ce qu'il ne lui dit pas à bon sang. Il déclare qu'il ira sauver Rin, même s'il doit le faire seul, quand Yoshi le plaque soudainement sur une chaise et lui dit qu'il y a 10 ans, il était chercheur dans une certaine institution dirigée par son père, c'est ça l'histoire. À cette époque, Yoshi n'était qu'un intello qui n'avait pas vu le monde réel et il était accro à ses recherches. Gen était son supérieur et mentor qui le traitait avec gentillesse, mais cela a lancé des rumeurs selon lesquelles Yoshi laissait Gen profiter de lui en coulisses pour obtenir plus de fonds de recherche, c'est ce qu'on disait.
Ses collègues ont commencé à le détester, mais Jen a toujours soutenu Yoshi parce qu'il travaillait sur un appareil spécial, capable de convertir la volonté des gens en énergie. Jen croyait que l'appareil apporterait le bonheur à beaucoup de monde, et il a dit à Yoshi qu'il pouvait être plus fier de lui-même, vraiment. Yoshi admirait Jen, mais un jour, il a soudainement changé. Alors que Yoshi entrait dans son bureau, il le trouva sombre et envahi de fleurs, et tous les scientifiques de l'établissement gisaient sans vie sur le sol, c'était horrible. Yoshi demanda à Jen ce qui se passait et il lui dit d'être témoin de l'achèvement de son plus grand rêve, un système capable de transformer le souhait de n'importe qui en réalité. Ce système était Daisy, la même fée qui exauçait les vœux de tout le monde, c'est ça. Jen a libéré Daisy dans le monde pour exaucer les vœux des gens et bientôt le souhait d'Eiji a détruit le monde. Cependant, tout cela faisait partie du plan de son père, mais il n'était pas satisfait du résultat, parce qu'il souhaitait que le monde entier soit détruit afin de pouvoir le reconstruire à partir de zéro, comme son village Minecraft, vous voyez. Yoshi dit à Eiji que si Jen met la main sur lui, il déclenchera une autre grande destruction et cette fois, il achèvera sa mission. Il se laisse emporter par ses émotions, disant qu'il ne le permettra pas et Eiji le repousse parce que la scène commence à ressembler à un drame BL plutôt violent. C'est un peu gênant. Une fois arrivé dans sa chambre, Eiji décide de parler à Daisy car elle doit connaître toute la vérité. Daisy apparaît soudainement dans sa chambre, mais avant de répondre à sa question, elle lui dit que Rin veut lui parler, c'est important. Pendant qu'ils parlent que tous les deux, les membres du PS6 infiltrent le quartier général de l'organisation de Yoshi pour capturer Sina. Selon les souhaits de Jen, il s'avère que Rin joue les agents doubles et elle en avertit Eiji qui se dirige immédiatement vers la salle du conseil pour partager l'information avec le reste de son équipe sans perdre de temps. Yoshi envoie rapidement une équipe pour intercepter l'intrus, mais l'homme au bandeau lui donne des instructions pour éviter de se battre et plutôt trouver un moyen de s'échapper. D'abord, le pacificateur arrive et utilise sa capacité à réduire l'intrus au silence, mais comme il ne voulait pas se battre au départ, sa capacité n'a aucun effet sur lui, c'est un problème. Juste à ce moment-là, la salope à 4 yeux arrive et tire sur l'intrus, lui faisant exploser la tête, mais il se régénère instantanément. L'homme au bandeau lui dit de lui prendre ses lunettes, car si elle ne peut pas voir, elle ne peut pas utiliser sa capacité, c'est la clé. L'intrus envoie son petit compagnon gobelin voler ses lunettes et Yoshi lui dit de tirer selon ses instructions. Au même moment, l'homme au bandeau dit à l'intrus de suivre ses directions pour esquiver les attaques. Alors que la secrétaire à 4 yeux suit les instructions de Yoshi et tire sur l'intrus, l'homme au bandeau lui donne les bonnes instructions pour tout esquiver, c'est un vrai duel. Yoshi réalise soudain que Rin les espionne et c'est ainsi que l'intrus parvient à tout esquiver. Alors il décide de changer de stratégie et dit à Eiji de prendre le commandement à sa place. Pendant qu'Eiji ordonne à la secrétaire de tirer sur l'intrus, l'homme au bandeau lui dit de se cacher derrière une porte, c'est ça le plan. Cependant, une équipe de soldats est déjà là pour l'appréhender et ils font exploser le pauvre type avec un lance-roquette. Yoshi rit du succès de son plan car il a envoyé un email à la salle de contrôle pour déployer des soldats à chaque entrée sans utiliser le système de communication, c'est malin. Cependant, Jen avait déjà 4 coups d'avance sur lui. L'intrus n'était qu'un leurre et c'est Frank, l'arrêteur de temps, qui kidnappe Sina et s'enfuit du quartier général. Juste au moment où Eiji et Yoshi l'apprennent, ils reçoivent un appel vidéo de Jen qui dit à Yoshi qu'il est trop dévoué à la tâche en cours et qu'il ne voit pas les choses qui ne sont pas devant lui, c'est pourquoi il échoue toujours, c'est son défaut. Eiji maudit Jen, lui demandant pourquoi diable il kidnappe Sina, et Jen répond qu'il ne fait que son devoir de père pour prendre soin de sa fille. Il met fin à l'appel sur ces mots, et Eiji est dévasté car il a enfin eu une confirmation directe que Jen est bien son père, c'est un choc. Io lui donne la localisation approximative de Sina, et Eiji décide de la secourir seul. Yoshi essaie de l'arrêter, disant que si Jen le capture, cela mènera à une autre grande destruction, mais Eiji ne se soucie pas du sort du monde s'il peut sauver sa sœur, c'est sa priorité. Il libère ensuite tout le monde de son contrôle, disant à Yoshi qu'ils n'ont jamais vraiment été une équipe avant de quitter la pièce. Il profite de la capacité de l'Orochimaru de supermarché à se téléporter dans l'espace, mais lorsqu'ils atteignent leur destination, ils découvrent qu'elle a été détruite de la même manière que la grotte de Kami, c'est terrible. Pendant ce temps, Frank emmène Sina sur un navire où l'homme au bandeau et Ran sont prêts à la récupérer. Frank dit à l'homme au bandeau qu'il a fait un marché avec Jen et qu'il lui remettra la fille directement. L'homme au bandeau dit qu'il devrait en parler et demande à Rin d'emmener Sina avec elle un moment pour discuter. Pendant que les deux filles prennent un bain, Rin raconte à Sina comment Frank a perdu sa femme et ses enfants pendant la grande destruction et il a souhaité le pouvoir d'arrêter le temps pour pouvoir les sauver. Il n'a pas pu les sauver cette fois-là, mais Jen a promis de ressusciter sa famille en échange de Sina, c'est un marché. Rin lui dit aussi qu'Eiji est l'ordre derrière la grande destruction et qu'elle veut se venger de lui. Sina qualifie le plan de Rin de mal ficelé si elle veut juste tuer Eiji. Elle lui dit que si elle veut vraiment le blesser, elle devrait la tuer car alors Eiji souffrirait bien plus, c'est certain. Cependant, elle n'est pas prête à mourir si facilement car elle a ses propres plans. Pendant ce temps, l'homme au bandeau et ses hommes trahissent Frank et commencent à lui tirer dessus. Il ne peut que se cacher car il ne peut pas tous les arrêter en même temps avec son pouvoir, c'est un problème. Mais alors Sina arrive et tout le monde arrête de tirer. Elle traite Frank de lâche pour avoir souhaité un pouvoir qui ne peut que retarder l'inévitable au lieu de le changer. Elle se moque de l'idée d'avoir des vœux exaucés par quelqu'un d'autre car les vrais hommes obtiennent ce qu'ils veulent par leur propre force, c'est ça la vérité.
Elle dit à l'homme au bandeau que s'il tue Frank, elle se suicidera et son père n'en sera pas vraiment content. En échange, elle veut que Frank lui jure fidélité et la protège à tout prix. Sina prend bientôt le contrôle du navire et apprend que son père est le chef ennemi, c'est un choc. Elle ne peut pas le croire car elle l'a vu mourir le jour de la grande destruction, mais elle réalise alors qu'elle n'était même pas chez elle ce jour-là et que ses souvenirs sont faux. D'un autre côté, Yoshi comprend quel est le plan de Jen enfin. Il dit à son équipe que Jen cible les 5 sanctuaires importants qui forment un pentagramme inversé. Un côté du pentagramme se trouve sur une ligne tellurique, pleine d'énergie naturelle puissante, et le pentagramme inversé qui y est connecté est comme l'appareil sur lequel il travaillait, capable de transformer les désirs en énergie. C'est ça le principe. Il pense que Jen tue les prêtresses et les demi-dieux gardant les 5 sanctuaires afin de pouvoir en prendre le contrôle et utiliser la bobine géante pour ouvrir à nouveau la porte de la destruction sur le monde. Cependant, Eiji et Sina semblent être la clé pour ouvrir cette porte et s'il en manque un seul, le plan de Jen ne sera pas réalisé. C'est crucial. Au même moment, l'homme au bandeau emmène Sina et ses 2 subordonnés dans un hôtel, leur disant de rester ici. Il dit qu'ils annonceront bientôt au monde qu'Eiji était l'ordre qui a causé la grande destruction il y a 10 ans, et alors le monde entier sera à sa recherche, c'est une menace. Il les laisse seuls avec ça, et Sina essaie de contacter Eiji, mais ni les téléphones ni internet ne fonctionnent à l'hôtel. Cependant, elle refuse d'abandonner et trouve un autre moyen d'attirer l'attention du monde sur son histoire avant que l'homme au bandeau ne présente la version modifiée, c'est malin. Elle mène une interview avec Rin, lui posant des questions sur la grande destruction, et bientôt, une énorme horde de journalistes arrive à la porte de l'hôtel. Sina s'y rend pour leur parler et l'homme au bandeau lui demande ce qui se passe. Bon sang, elle révèle qu'elle les a appelés ici et il ne peut pas comprendre comment elle a fait ça. Il s'avère que Sina a utilisé l'interview enregistrée de Rin et a ensuite demandé à la réceptionniste de l'hôtel de l'envoyer à la presse qui s'est précipitée vers elle pour un scoop juteux. C'est ça l'astuce. Juste à ce moment-là, Jen arrive et dit aux gens des médias de s'écarter car il veut d'abord rencontrer sa fille. Alors qu'il marche vers Sina, elle est certaine que cet homme n'est pas son père car son visage ne correspond pas à celui de son père dans ses souvenirs. Pas du tout. Elle décide de voir ce qu'il va faire et Jen la serre immédiatement dans ses bras, lui murmurant quelque chose à l'oreille qui la prend au dépourvu. Il commence à agir comme s'il l'avait manqué pendant les 10 dernières années, mais Sina recule, lui disant d'arrêter de faire semblant d'être son père, c'est clair. Cependant, Jen commence à dire des choses que seul son père pourrait savoir et Sina se sent acculée. Soudain, elle a l'idée d'utiliser cette situation à son avantage et joue le jeu de Jen, lui disant d'admettre au monde que la grande destruction n'était pas la faute d'Eiji, c'est important. Elle dit que c'est sa compagnie qui a créé les ordres et qu'Eiji n'a jamais vraiment souhaité détruire le monde. Plutôt, il a juste été submergé par le pouvoir qu'il a obtenu de nulle part. Cela crée un énorme buzz médiatique et la nouvelle parvient rapidement à Yoshi et à son groupe, c'est une révélation. Yoshi pense qu'Eiji apprendra la localisation de Sina s'il voit cette interview et cela signifie qu'ils ont encore moins de temps pour arrêter Jen. Il décide de diviser son équipe en 3 parties pour protéger les 3 sanctuaires restants du PS6. Espérant qu'ils y arriveront à temps, c'est une course contre la montre. Pendant ce temps, Sina attend la réaction de Jen après sa déclaration. Jen est d'abord d'accord avec elle, disant que c'est son organisation qui a créé les ordres, et Sina se demande s'il abandonne. Cependant, il dit ensuite que quelles que soient les intentions d'Eiji, il est toujours responsable de la mort de millions de personnes, et il devrait être puni pour cela, c'est la justice. Sina, sous l'influence du pouvoir de Jen, est d'accord avec lui. Jen dit ensuite qu'Eiji mène actuellement une guerre contre le monde, et le PS6 a découvert qu'il prévoit de recréer la grande destruction. C'est une menace sérieuse. Sina est d'accord avec lui une fois de plus, et quand Jen dit que c'est son devoir d'empêcher son fils de détruire le monde, elle répète simplement sa déclaration. Elle se demande ce qui se passe, bon sang, mais se souvient alors soudain que lorsque Jen l'a serré dans ses bras plus tard, il lui a ordonné de révéler l'existence de sa compagnie au monde et ensuite d'être d'accord avec tout ce qu'il dirait. C'est ça le piège. Elle réalise qu'elle a été manipulée comme une marionnette par Jen et elle ne peut rien faire alors que la colère du public explose soudainement. Jen la prend alors dans ses bras et commence à s'éloigner, mais Rin et Frank se dressent sur son chemin pour l'arrêter. L'homme au bandeau essaie de les dominer, mais Rin pointe son épée sur lui, menaçant de le tuer avant qu'il ne puisse les toucher et activer ses pouvoirs. Cependant, Jen décide de déchaîner ses pouvoirs à ce stade, et il soumet Rin et Frank sans transpirer, c'est impressionnant. Au même moment, Eiji entre dans l'hôtel où Sina est retenue captive grâce au pouvoir de l'Orochimaru de Supermarché. Il se précipite pour trouver Sina, et alors que la porte de l'ascenseur s'ouvre, il la trouve juste devant lui, enfin. Il se jette sur elle, mais soudain, une entaille dimensionnelle du samouraï de Jen le frappe, lui coupant les bras et provoquant l'effondrement de la moitié de l'hôtel. Jen salue Eiji, disant qu'ils ont enfin une réunion de famille après 10 ans, c'est un moment tendu. Eiji refuse de l'accepter comme son père et lui dit de lui rendre Sina. Jen, cependant, lui dit qu'il ne peut pas faire ça, et si Eiji veut rester avec elle, il devrait rejoindre son camp. Il déclare ensuite que puisque Sina va bientôt mourir, il prévoit d'utiliser sa vie pour ses recherches et d'ouvrir à nouveau la porte qui a mené à la destruction du monde, c'est son objectif. Eiji lui dit qu'il ne le laissera pas faire ça, mais Sina lui dit alors d'arrêter car elle a déjà abandonné. Eiji est dévasté en entendant cela car il sent qu'il a perdu
sa raison de continuer à se battre. Juste à ce moment-là, le samouraï aveugle arrive et Jen lui dit qu'ils vont battre en retraite pour l'instant. Cependant, pendant ce temps, Eiji réalise qu'il n'a pas besoin d'une raison pour sauver Sina, et il continuera à se battre même si elle n'a aucun espoir. Il se lève soudainement, utilisant sa capacité à refixer ses membres à son corps, afin de pouvoir se battre à nouveau, c'est sa détermination. Le samouraï aveugle le sent, et par respect pour la volonté d'Eiji, il demande à Jen la permission de se battre en 1 contre 1. Jen lui donne la permission et le samouraï saute. Pour affronter Eiji, c'est le début du combat. Eiji utilise d'abord les capacités de l'intrus pour invoquer des dizaines de petits gobelins qui attaquent le samouraï, qui les prend pour de simples leurres, mais ensuite Eiji fonce droit sur lui. Le samouraï ne comprend pas sa stratégie, mais quand il utilise sa fente dimensionnelle, elle traverse Eiji trop proche et ne touche que les gobelins. Eiji frappe alors le samouraï de toutes ses forces, et Jen est impressionné par sa détermination. Il décide de lui donner une autre chance de combattre à pleine puissance quand il sera rétabli, et déclare match nul pour l'instant. Alors que Jen part, Eiji perd connaissance et à son réveil, il se retrouve enchaîné à un lit. Il se demande où il est et Io lui dit qu'il est dans sa planque. Eiji s'inquiète soudain pour Sina et Io lui dit que Yoshi et d'autres vont attaquer la base de Jen demain pour la sauver, mais ils ne veulent pas qu'il les rejoigne car ce serait trop risqué. Eiji refuse de rester en arrière, mais Io grimpe sur lui, lui disant d'arrêter de penser à sa demi-sœur et de faire des bébés avec elle à la place. Pendant qu'elle essaie de lui voler sa virginité, les médias commencent à blâmer Eiji pour l'effondrement de l'hôtel, car ils ont des photos de lui y entrant juste avant qu'il ne soit coupé en deux. Même le gouvernement rejette la faute sur Eiji et le qualifie de terroriste. Le public le déteste encore plus et leurs émotions négatives commencent à s'accumuler pour concrétiser le plan de Jen. Pendant ce temps, de retour à la planque, Eiji ne peut pas se montrer à la hauteur car il ne ressent rien pour Io. Il s'avère qu'il n'est même plus intéressé par Rin non plus. Car après avoir appris que Sina n'est pas vraiment sa sœur biologique, il a commencé à ressentir un amour à l'Alabama pour elle. Il dit à Io de comprendre qu'il ne peut pas être avec elle car il ne peut être qu'avec Sina depuis qu'ils ont perdu leur famille. Io est déçue, mais elle accepte sa défaite et libère Eiji pour qu'il puisse sauver Sina. Cependant, elle demande à Eiji pourquoi il pense que son père est mort alors qu'il a vu Jen de ses propres yeux. Eiji répond qu'il est sûr que Jen est un imposteur car il a vu son vrai père mourir lors de la grande destruction. Soudain, Io lui montre la photo de famille avec lui, Sina, Jen et sa femme. Eiji n'en croit pas ses yeux et Io explique qu'elle était l'un des sujets de test de la compagnie de Jen et il gardait cette photo comme fond d'écran de son ordinateur portable quand il était chercheur. Elle dit à Eiji que Jen est bien son père et Eiji sent son cerveau se déchirer alors qu'il essaie de traiter ses souvenirs. Plus il pense à la grande destruction, plus sa tête lui fait mal et puis soudain, un minuscule avatar apparaît sur sa tête. Peu après, Daisy apparaît aussi, disant qu'il semble impossible de cacher la vérité plus longtemps. Eiji lui demande ce qu'est cette chose sur sa tête, et elle lui dit que c'est une capacité qui a altéré ses souvenirs tout ce temps. Elle lui dit qu'il n'a pas le temps de s'inquiéter de ça, car Sina va bientôt déclencher une autre grande destruction. Pendant ce temps, les forces de Yoshi lancent leur attaque sur la base de Jen avec des chars et des soldats armés. Ces agents infiltrent aussi la base, mais l'équipe de Jen déploie ses propres agents pour les arrêter. Pendant ce temps, Jen emmène Sina avec lui devant une immense porte dorée, lui demandant si elle s'en souvient. Sina lui dit qu'elle ne s'en souvient pas du tout, mais Jen lui dit de se concentrer car elle a déjà vu cette porte qui mène au monde où tous les souhaits de l'humanité peuvent se réaliser. Il lui dit qu'il y a 10 ans, il cherchait un moyen de transformer les désirs en énergie car il voulait trouver un remède à la maladie de Sina. Il a travaillé sans relâche et un jour, il a eu une vision de la porte qui mène au monde des esprits. Jen dit que leurs corps sont dans le monde physique, c'est pourquoi leurs propriétés physiques sont dominantes ici. Mais de l'autre côté, l'esprit règne en maître et les souhaits peuvent devenir réalité. Jen dit à Sina qu'après des années de travail acharné, il a réussi à manifester la porte et à contacter la femme de l'autre côté. Sina fut la première personne à voir son souhait exaucé et à cause de cela, la porte s'est ouverte et les ordres sont nés. Sina a mal à la tête en entendant cela car elle est aussi sous l'effet du même avatar altérant la mémoire. Elle commence à se blâmer pour la grande destruction, mais Jen lui dit que ce n'était pas sa faute. Au lieu de cela, il était la cause de la grande destruction. Cependant, quand Sina a ouvert la porte, elle était brisée et maintenant, elle est la seule à pouvoir la réparer et l'ouvrir à nouveau. Soudain, le petit avatar sur la tête de Sina apparaît et Jen utilise son pouvoir pour le détruire, la forçant à tout se souvenir. Dès que Sina se souvient qu'elle fut la première à entrer dans le monde mental au lieu d'Eiji, la porte s'ouvre. Juste à ce moment, Rin arrive après s'être libérée de prison, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, l'avatar de Jen la gifle violemment et l'assomme. D'autre part, l'équipe de Yoshi a du mal à combattre Jen quand Eiji arrive en volant avec Io. Il s'introduit par le toit, sauve la femme à 4 yeux de l'attaque du vieil homme effrayant, puis se précipite pour sauver Sina sans prendre de pause.
Il la trouve inconsciente dans une capsule de sommeil et lui dit qu'il la sauvera bientôt, mais Jen dit que ce n'est pas nécessaire car Sina a accepté de coopérer avec lui. Il dit que grâce à elle, ils ouvriront la porte du monde mental et chacun pourra voir ses souhaits se réaliser. Eiji lui demande ce qui se passe si les souhaits de deux personnes s'opposent et Daisy apparaît pour lui donner la réponse. Elle utilise son pouvoir pour montrer à Eiji un monde où Sina est en bonne santé et où ils vivent heureux ensemble. Eiji est choqué de voir cela. Et alors qu'il revient à la réalité, Daisy dit qu'en cas de contradiction entre deux souhaits, un monde parallèle sera créé pour accueillir le second souhait. Dans le nouveau monde, si deux souhaits se contredisent, un autre monde sera formé et un nombre infini d'univers seront créés ainsi jusqu'à ce que chacun obtienne ce qu'il désire. Jen dit à Eiji qu'il devrait arrêter de le combattre car il fait cela pour le bien de l'humanité. Il dit qu'il peut réaliser son rêve de rendre Sina en bonne santé grâce à cela, mais Eiji dit que si cela se produit dans un autre univers, ce ne sera pas réel. Jen lui dit que ce sera aussi réel que... Mais comme un idiot qui ne comprend pas la théorie du multivers, Eiji refuse de le croire. Il s'approche de Sina, la réveille pour qu'il puisse rentrer à la maison, mais Sina lui dit de ne pas interférer avec le plan de son père. Elle le poignarde alors soudainement et Eiji est choqué alors que Sina lui dit que c'est elle qui a vraiment causé la grande destruction il y a 10 ans. Eiji demande à Sina pourquoi elle fait cela et Sina répète simplement sa déclaration. Il refuse de croire cela, et Jen dit alors la même chose à propos de Sina étant responsable de la grande destruction. Eiji leur dit à tous les deux qu'il se souvient clairement qu'il était le coupable, mais Daisy apparaît alors devant lui rappelant qu'elle lui a déjà dit que ses souvenirs étaient défectueux. Au moment où elle dit cela, un minuscule avatar sur la tête d'Eiji réapparaît, essayant de lui faire tout oublier. Cependant, Jen dit que puisque l'avatar est apparu sous une forme physique, cela signifie qu'il est incapable de retenir les vrais souvenirs. Il décide de faire en sorte qu'Eiji se souvienne de la vérité de force et lui demande de se rappeler quel était le souhait de Sina il y a 10 ans. Il se souvient soudain que Sina était celle qui avait souhaité dominer le monde afin de vivre heureuse avec sa famille pour toujours. Parce que son souhait était innocent et sincère, il s'est manifesté comme la capacité la plus puissante, mais la petite Sina ne pouvait pas le contrôler. En conséquence, la grande destruction s'est produite et elle fut dévastée. Elle a commencé à s'en vouloir, et bien que Jen ait été surpris qu'elle souhaite quelque chose d'aussi énorme au lieu de simplement retrouver la santé, il était heureux que la porte soit enfin ouverte. Cependant, alors que Sina s'enfonçait dans la culpabilité, la porte a commencé à se refermer. Eiji a dit à Sina que ce n'était pas sa faute, mais rien de ce qu'il a dit n'a pu la convaincre. Juste à ce moment, Daisy lui a dit de faire son souhait, et il a décidé de prendre tous les péchés de Sina sur sa tête. Grâce à son souhait, il a manifesté le minuscule avatar, et a obtenu le pouvoir de voler sa mémoire et ses capacités. Pour s'assurer que Sina ne se souvienne pas de cet incident, il a également altéré les souvenirs de leurs parents et cela avait bien fonctionné jusqu'à présent. Alors qu'Eiji réalise cela, l'avatar est détruit et tombe au sol en désespoir. Sina lui dit qu'à cette époque, leurs parents étaient sur le point de divorcer, mais elle ne voulait pas de ça. Elle a essayé de dominer le monde pour s'assurer qu'ils restent ensemble, mais elle n'a pas pu contrôler ses pouvoirs et a détruit le monde. Elle déclare qu'elle doit en prendre la responsabilité et elle ne peut le faire qu'en aidant leur père à créer un monde où les souhaits de chacun peuvent se réaliser. Eiji lui dit qu'elle ne peut pas le faire car un monde comme ça sera un mensonge, mais Sina le traite d'hypocrite car les 10 dernières années de sa vie ont été un mensonge à cause de lui. Elle lui dit que le monde qu'elle créera sera le même, et elle a appris que même les mensonges peuvent rendre les gens heureux. Elle dit à Eiji qu'elle était heureuse, qu'il s'est toujours soucié d'elle, et maintenant elle veut partager ce bonheur avec le reste du monde. Eiji ne trouve rien à dire en retour et Sina l'embrasse avant de partir créer un nouveau monde. Eiji essaie d'utiliser son pouvoir pour l'arrêter, mais Sina ne va pas laisser cela se reproduire. Elle lui tranche soudainement la main et Eiji tombe du pont. Le dernier obstacle sur son chemin disparu, Jen utilise Sina et son avatar pour ouvrir la porte. Pendant ce temps, Eiji tombe au bas du bâtiment où Rin le trouve et soigne ses blessures. Elle a tout entendu et maintenant elle sait que la grande destruction n'était pas la faute d'Eiji. Elle lui dit de se lever car ils doivent sauver Sina, mais en ce moment, Eiji est la définition même de mort à l'intérieur. Il gît inerte sur le sol et Rin fond soudainement en larmes. Elle commence à se sentir coupable d'avoir essayé de le tuer après avoir appris qu'il n'avait pas tué ses parents et elle s'excuse pour toutes les choses terribles qu'elle lui a faites. Elle ramasse un éclat de verre et se le plante dans l'œil en guise d'excuse, puis dit à Eiji qu'elle fera n'importe quoi pour lui. La salope bipolaire commence alors à le frapper, lui disant de reprendre ses esprits pour qu'il puisse sauver Sina, mais Eiji lui dit qu'il n'a plus la motivation de faire quoi que ce soit. Il lui dit que Sina l'a rejeté et maintenant il n'a plus aucun droit de l'arrêter. Rin lui demande s'il va être une mauviette et laisser Sina mourir, mais Eiji n'est toujours pas convaincu. Elle lui dit que s'il aime Sina, il ne la laissera pas mourir même si elle le déteste. Et ces mots aident enfin Eiji à se ressaisir. Il demande à Rin de l'aider à sauver Sina et elle accepte avec joie. Elle l'embrasse, puis tous deux combinent leurs avatars avec leur désir commun de protéger Sina.
Pendant ce temps, Jen ouvre la porte et un filtre noir et blanc de mauvaise qualité est appliqué au monde entier. Juste à ce moment, Yoshi arrive aussi avec son équipe et il pointe immédiatement un Glock sur Jen, disant qu'il lui faisait confiance et le respectait, mais qu'il l'a trahi. Il s'avère que la haine de Yoshi pour Jen n'est qu'à que ses problèmes paternels, car il voulait que Jen l'utilise comme première personne dans l'expérience pour déverrouiller le monde mental. Il dit à Jen que s'il l'avait laissé faire le premier souhait au lieu de Sina, la grande destruction n'aurait jamais eu lieu et tout le monde serait heureux. Voyant que Yoshi n'a pas ce qu'il faut pour tirer sur Jen, son coéquipier s'avance pour l'abattre en utilisant sa capacité de kamikaze. Cependant, il se fige soudainement, puis la nana à 4 yeux se précipite pour attaquer Jen. Elle se fige aussi grâce à Frank, qui protège Jen, et Yoshi décide de contrer ses capacités en utilisant son pouvoir. Malheureusement, sa capacité ne peut pas annuler le gel temporel de Frank tant qu'il est actif, alors il décide de tirer sur Sina à la place. Frank arrête aussi la balle, puis Jen invoque son samouraï aveugle pour continuer le combat. Yoshi décide de l'affronter de front quand soudain Eiji et Rin arrivent. Ils foncent vers le samouraï qui les transperce facilement, mais en utilisant leurs pouvoirs combinés, Eiji et Rin guérissent instantanément. Pendant que Rin bloque l'épée du samouraï et crée une ouverture, Eiji l'assomme d'un coup de pied. Ils se précipitent alors vers Jen et tous deux utilisent leur capacité pour se dominer mutuellement. Eiji déclare qu'il sauvera Sina et Jen répond qu'il exaucera son souhait. Leur affrontement crée d'énormes vagues qui commencent à déformer l'espace autour d'eux et Jen dit à Eiji d'accepter le fait que Sina ne veut pas être sauvée. Il lui dit qu'il ne peut pas sauver Sina et même s'il le fait, il ne vivra que 6 mois et il sera haï par tout le monde. Cependant, Eiji ne s'en soucie pas. Il dit que Sina se sacrifie parce qu'elle pense qu'elle est un fardeau pour sa famille à cause de sa maladie. Il déclare qu'il n'abandonnera pas Sina alors qu'elle souffre tant, puis repousse Jen disant que sauver la vraie Sina est bien mieux que de laisser chacun réaliser ses souhaits dans un monde de rêve. Il dit à Jen d'admettre qu'il ne se soucie pas vraiment des souhaits de Sina et que c'est juste le scientifique en lui qui veut terminer sa recherche qu'il a gâchée il y a 10 ans. Eiji charge alors soudainement Jen, le mettant à terre d'un coup de poing. Voyant cette chance, Yoshi dit à l'Orochimaru à petit budget d'ouvrir un portail qui s'ouvrira juste devant Frank. Il tire une balle à travers le portail réalisant que Frank ne peut arrêter le temps que 3 fois et qu'il ne pourra pas arrêter cette balle. Comme Yoshi l'avait prédit, la balle frappe Frank à la tête, le tuant instantanément. Sa capacité de gel temporel s'estompe et avant que la balle se dirigeant vers Sina ne puisse l'atteindre, Jen se sacrifie pour lui sauver la vie. Il tombe du pont, laissant Sina à Eiji, qui se précipite pour la ramener chez elle. Cependant, juste au moment où elle lui prend la main, elle sent la déesse du monde mental arriver dans leur monde. Une main géante sort de la porte et tout le monde est choqué de la voir. Ils essaient d'arrêter la main, mais la déesse est la source de tout leur pouvoir et naturellement leur capacité ne fonctionne pas contre elle. Alors que sa main touche le samouraï, il se désintègre soudainement et alors qu'elle touche le pont, le monde commence aussi à être influencé par son pouvoir. Juste à ce moment, Big Ben arrive et attaque la main avec son avatar qui disparaît au contact de son créateur. Immédiatement après, une méchante bronzée utilise son pouvoir pour invoquer une main de roche géante et cela peut, d'une manière ou d'une autre, arrêter la déesse pendant un certain temps. Cependant, tout le monde sait que ce n'est qu'une mesure temporaire et s'il n'arrête pas la déesse, le monde sera reconstruit selon les souhaits de Jen. Soudain, Eiji a une idée et il appelle Daisy, lui rappelant qu'auparavant, elle avait limité son pouvoir à la 1000e partie de sa pleine étendue. Il lui demande ce qui se passera si elle lui donne son plein pouvoir et Daisy répond qu'il peut tout contrôler dans le monde avec son plein pouvoir. Mais s'il perd le contrôle, il détruira le monde. Eiji lui dit qu'il est prêt à prendre le risque et Daisy lui donne son plein pouvoir. Eiji souhaite immédiatement que le monde devienne un endroit où Sina peut vivre heureuse. Le monde entier est changé instantanément à la suite de son souhait et ensuite, l'avatar d'Eiji attaque la déesse, lui brisant la main et la renvoyant dans le monde mental avant de fermer la porte. Avec cela, la connexion entre les deux mondes est détruite et tous les ordres perdent leur capacité. Peu après, la vérité sur la grande destruction est révélée au monde et cela s'avère être le plus grand coup de pub du monde car tous ceux qui considéraient Eiji comme un méchant commencent à le voir comme un héros qui a sauvé le monde. La paix revient dans le monde et Eiji passe sa vie heureusement avec Rin, Io et Sina qui n'est plus malade.